Ce qui subsiste de l'Oran espagnol. Rappelons brièvement que la ville d'Oran, fondée selon la tradition en l'an 902 de l'ère chrétienne par des marins andalous, après avoir connu en 6 siècles d'histoire musulmane de nombreuses vicissitudes politiques, comme port de Tlemcen, une prospérité économique qu'elle ne devait retrouver et dépasser qu'à l'époque française. Que la ville d'Oran fut prise par des Espagnols le 19 mai 1509 à la suite d'une expédition à laquelle prit part le cardinal de Tolède, le fameux Ximénez de Cisneros. Les Espagnols, qui d'abord avaient essayé de s'emparer de l'arrière-pays et des autres places de la côte, durent dès 1558 se borner à la possession de la ville et de ses environs immédiates. En 1708, après un long siège, Oran fut emporté par Boucherem, bey de Mascara, qui le garda jusqu'en 1732, date à laquelle le roi d'Espagne Philippe V envoyait le duc de Mortemar le reconquérir. Mais pendant la seconde occupation qui dura 60 ans, Oran fut toujours serré de très près par les Turcs et les tribus indigènes. Le souci constant des gouverneurs fut de réparer et d'augmenter incessamment les défenses de la place. Et le mouvement commercial se réduisit à l'envoi d'Espagne de presque toutes les marchandises nécessaires aux besoins des habitants et de la troupe. En 1790, un tremblement de terre détruisit une grande partie de la ville et de ses murailles. Aussitôt, le bey met le siège devant Oran. Cette fois, le gouvernement de Madrid, qui était sur le point de s'engager dans une guerre européenne, se décida à négocier avec le dey d'Alger l'abandon de ce présidio ruineux pour l'Espagne. Une des clauses du traité conclu avec le dey, le 12 septembre 1791, stipulait la destruction des édifices publics et des forts construits depuis 1732. Néanmoins, cette clause ne fut pas entièrement exécutée, et la plupart des bâtiments espagnols encore subsistants ou en ruine remontent à la seconde occupation. Les Espagnols s'embarquèrent dès les premiers jours de mars 1792. Ce qui a fait la fortune d'Oran dans le passé, c'est avec la proximité de la rade de Mers el Kébir, un des meilleurs abris naturels de l'Afrique du Nord. L'existence du grand ravin de Ras el Ain, dont les sources abondantes permettait l'approvisionnement en bonne eau d'une population assez nombreuse, entretenait des cultures prospères et actionnait plusieurs moulins. La ville, très peu étendue, était bâtie, et cela vraisemblablement dès l'origine, sur le petit plateau de la Blanza, à un jet d'arquebuse de la mer. À l'ouest et en bordure du ravin et de son ouest, c'est cela ce que nous appelons aujourd'hui les bas quartiers, et le ravin jusqu'à la grande source, que les Espagnols s'attachèrent uniquement à défendre. C'est pour protéger ces quelques hectares de terrain qu'ils édifièrent les fortifications énormes, dont nous voyons encore les restes imposants. Ils se contentaient de surveiller le plateau de Cargenta, où s'étale aujourd'hui la ville française, d'où pouvait toujours leur venir une agression. Ils parvinrent jamais à assurer la sécurité des communications terrestres entre Oran et Mers el Kébir. Nous passerons d'abord en revue ce qui reste de la ville elle-même, avec ses murailles et sa citadelle, puis ensuite les châteaux et les forts qui ont gardé les abords. Enfin, nous dirons un mot des tours qui défendaient le ravin. La ville, son enceinte et sa citadelle, murs d'enceinte et portes. On peut suivre facilement dans la ville moderne le tracé de l'enceinte espagnole où elle a disparu. Les voies, en respectant le contour de la place des Quinconces, elles suivaient le boulevard Oudinot, qui forme encore un coude caractéristique. À l'angle se trouvait la tour Saint-Dominique, San Domingo, puis le mur atteignait la place Kléber, pour passer entre la rue de Madrid et la place de la République, sous le jardin de l'hôpital Baudens, jusqu'à la grande voûte de la rue de l'Arsenal, et suivait la rue Rognon jusqu'à la porte du Cent-Ans. De la porte du Cent-Ans à la porte de Tlemcen, l'enceinte de la ville se fondait avec l'enceinte de la Casbah.
Cette muraille qui avait 2157 mètres de tour, Casbah comprise, était percée originairement de 2 portes seulement. La porte de Tlemcen, située vers la place des Quinconces et qui donnait accès à la partie supérieure du ravin, vers la grande source, a disparu. Mais aux abords subsiste à l'ouest un des bastions de l'enceinte, le bastion Saint-François, dont la haute muraille ocre domine la place du Nommé. À l'est, de petits bastions de Saint-José qui portent un écusson espagnol, visible en contrebas du lavoir. À côté de ce dernier bastion, au bas de la rue des Jardins, on voit le sommet d'une tour crénelée, portant également un écusson avec sur la banderole la date de 1738. C'était l'entrée d'un important réseau de souterrains, comme nous l'apprend la longue inscription de 1737. En un latin en figurique qui se trouve dans l'intérieur. Cette tour a été confondue par erreur avec la Torre Gorda, qui était plus éloignée de la porte de Tlemcen et dont l'actuelle église Saint-André elle-même, aménagée dans une mosquée turque, doit occuper l'emplacement. La seconde porte était la porte de Canastel. C'était la principale entrée de la ville. Le chemin de la marine y aboutissait, et à peu près tout le trafic gens et marchandises passait par là. Des 2 voûtes qu'elle comportait une seule subsiste, entre la place Kléber et la rue de Madrid. La porte de Canastel était surmontée d'une tour carrée, encore visible de la rue de Madrid. L'actuelle rampe de Madrid, aplanée sous Vallejo, montait à la porte de la ville. Non loin de la ville se trouvait un des plus importantes tours de l'enceinte, la tour Saint-Roch. Un tableau appartenant à M. le commandant Maillet nous apprend qu'à l'arrivée des Français, un marabout s'était élevé sur sa base. Ensuite, la muraille subsiste sur une assez grande longueur, supportant le jardin de l'hôpital militaire, ou enclavé entre des maisons. L'ouvrage que nous appelons Porte du Cent Ans n'était pas à proprement parler une porte de la ville. Il se rattachait à une importante fortification extérieure, édifiée seulement vers 1754 et appelée la Barrera, qui, comme son nom l'indique, servait à barrer le chemin de la marine accessible de ce côté en venant de la montagne. Cependant, il dut y avoir toujours en cet endroit une ouverture vers la campagne, car de là partait le chemin de Santa Cruz et celui qui part le château de Saint-Grégoire menait à Merselkibir. À l'est de la porte du Cent Ans, un mur bordé d'un fossé monte enlacé vers la butte voisine qui porte les ruines de la redoute rouge, Reducto Colorado. La défense en était complétée par une coupure à travers la colline, Cortadura, encore visible au sud. De la porte du Cent Ans, traversant un petit ravin, la muraille d'enceinte rejoint la Casbah, au bastion Sainte-Isabelle. La Casbah ou citadelle que les Espagnols appelaient Alcazaba remonte vraisemblablement à l'origine même de la ville. Le promontoire dominant la cité est entouré de 2 ravins probants en désignait l'emplacement. Il est clé qu'en 1509, après la prise de rang, le gouverneur arabe remis au cardinal Ximénez sont le seul reste de la Casbah antérieure à la conquête des Espagnols. Ceux-ci la reconstruisirent de fond en comble au cours du XVIe siècle. Pendant la première occupation turque, Boucheremi établit sa résidence. Les bâtiments nord qui regardent la ville doivent lui être attribués. Le tribunal militaire serait son ancien haram. Au XVIIIe siècle, les Espagnols y firent de grands travaux de défense et bâtirent dans la partie supérieure, vers l'emplacement de la caserne française, le palais du gouverneur, les services du gouvernement et un quartier pour la troupe. Tout édifice que détruisit le tremblement de terre de 1790. L'enceinte de la Casbah est de forme triangulaire, avec l'angle ouvert du côté de la ville. La partie fortifiée vers la campagne comprend 2 systèmes de défense superposés. Le plus ancien se composait d'une muraille flanquée de place en place de grosses tours rondes, à quoi les Espagnols ajoutèrent au XVIIIe siècle un certain nombre d'ouvrages avancés. Parmi ces derniers signalons la campana, qui veut dire la cloche, tour située à l'extrémité sud et qui servait à relier la ville au fort de Saint-Grégoire,
et de Santa Cruz par un système de signaux semblables à celle que les Portugais utilisaient dans leur citadelle du Maroc. En avant de la campana fut édifiée au XVIIIe siècle une tenaille double. De ce côté, la défense était complétée par les deux fortins de San Pedro et de Santiago, situés le premier au sud-est sur le mamelon de la Teneria, le second au sud-ouest sur le mamelon de la Palomera, aujourd'hui ruiné. Reconstruit par Valero, il s'était de forme pentagonale avec fossé et glacis. Dans le fossé de Santiago s'ouvrent 2 ou 3 entrées de souterrain. Au-dessus de la porte, on distingue encore le cadre qui contenait l'inscription de 1737 rapportée par Sandoval. Une muraille partant de ce fort pour rejoindre la faille au-dessus du jardin Westford barrait la colline de la Palomera, dont l'extrémité inférieure était d'autre part défendue par la redoute rouge. Sur la face est, on remarque le bastion ou ravelin de Saint-Jacques, encore orné sur 2 de ses faces d'écussons, puis le petit bastion del Rosario du Rosaire, qui rejoignait la porte de Tlemcen. Si l'on pénètre dans la Casbah par la pittoresque rampe qui part de la place des Quinconces, après avoir passé entre 2 murailles jointes de temps en temps par de petits arceaux, on atteint la tour que la photographie a divulguée sous le nom de Porte d'Espagne, mais que ne mentionnent point les anciens documents. L'ornementation sculpturale de la tour d'Espagne se composait de 3 registres superposés, encadrés de colonnes cannelées et de pilastres. La tour d'Espagne était vraisemblablement, au XVIe siècle, l'entrée de la citadelle, en admettant que les Turcs, sous Boucherem, aient édifié le bâtiment actuel de la façade en retrait d'une ancienne construction espagnole. La porte d'entrée de la Casbah est surmontée d'une des 3 inscriptions turques, citées par Fay, qui commémorent respectivement la construction de 2 bains et d'un magasin aux environs de 1720. À l'intérieur, aucun bâtiment espagnol ne subsiste. Les 42 édifices publics cités par Antabat ont disparu. L'actuelle église Saint-Louis occupe l'emplacement d'une église espagnole ruinée, dans l'abside de laquelle fut célébré le culte pendant les premières années de l'occupation française. De l'ancienne église, il ne reste qu'une grande coquille ornementale au fond d'une chapelle désaffectée à gauche du chœur et une clé de voûte avec les armes du cardinal Ximénez rétablie au-dessus du maître-autel. Contrairement aux assertions de Fay et du chanoine Mathieu, il est probable que ces ruines appartenaient à l'église paroissiale de Notre-Dame, Iglesias Mayor, Iglesias de Santa Maria, dont la voûte avait été refaite en 1745 et qui avait été fondée par Ximénez sous le titre de Notre-Dame de la Victoire, à l'emplacement de la grande mosquée arabe. Mais au cours de l'occupation espagnole, il y eut dans les environs immédiats 2 autres édifices religieux. L'hôpital Saint-Bernard, fondé aussi par le cardinal Ximénez, et qui en 1772 était transformé en caserne. La tour de l'église étant devenue tour de l'horloge de la ville, El Roy de San Bernardino, et la chapelle du Saint-Christ de la Patience élevée après l'expulsion des Juifs en 1669 sur l'emplacement d'une synagogue, comme le prouve l'inscription de 1670, rapportée par Sandoval. Les textes sont formels, mais il est remarquable qu'une synagogue ait pu subsister pendant 160 ans au XVIe et XVIIe siècle, à côté de la principale église de Rome. Dans la même église Saint-Louis, sous un bénitier, se trouve un fragment de colonne torse orné d'un chapiteau composite qui provient de l'hôtel de Mortemar, somptueuse résidence élevée par le duc de ce nom au XVIIIe siècle, à l'endroit où se trouve l'hôpital Baudens. On ne célébrait certes pas le culte musulman à l'intérieur de l'Europe espagnole. Cependant, en 1772, il y avait dans la ville au moins une mosquée désaffectée. Antabat parle en effet d'une ancienne construction mauresque qui avait servi autrefois de mosquée et servait en son temps de magasin de farine, situé à la Carrera. On reconnaît la mosquée de Sid el Houeri.
La mosquée de Cargenta, qui existait déjà en 1509, est appelée au XVIIIe siècle dans les documents espagnols Casablanca ou Mesquita Blanca de los Moros, qui veut dire la maison blanche ou la mosquée blanche des morts. La place de la Perle, ancienne place d'armes, Plaza de Armas, était le centre de la ville espagnole. Les maisons portant les numéros 2, 3 et 4 face au campement remontent au XVIIIe siècle. Leurs boutiques s'ouvrent encore sur le dehors par de larges baies arrondies qui proviennent des portiques que fit édifier en cet endroit le gouverneur Don Eugenio Alvarado en 1772. Particulièrement caractéristiques sont le couloir d'entrée et la cour du numéro 3, ainsi que la maison enjambant sur une route la pittoresque petite rue Charras. En 1772, il y avait là l'administration des tabacs et les boucheries. Mais Tabalozos nous apprend que 2 ans plus tard, ces derniers avaient été transférés sur la place du marché et qu'un bâtiment devant contenir tous les services publics de la ville était en construction sur la place d'Armes. Dans cet édifice était prévu un cachot et une prison. C'est ce qui expliquerait l'existence des cellules en pierre de taille qui se trouvent dans la cave d'une maison attenante à la place de la Perle, rue Anjou. Une légende arannaise qui paraît sans fondement sérieux veut que ce soit des cachots de l'Inquisition. Tout le quartier, compris entre la place de la Perle, les rues Rognon, de la vieille Casbah, du vieux château et de l'hôpital, contient de nombreuses maisons antérieures à l'occupation française. Le tracé de la plupart de ces rues n'a dû guère changer depuis une période très reculée, et pour certaines antérieures peut-être à la conquête espagnole. Particulièrement remarquables sont les rues de Montebello, ancienne rue de la Mort de Dios, de Narbonne, Ponteva, de C, Dresde, ancienne rue de la Treille, de la Para, Sédiment, Ménerville, ancienne rue de la Mercure, Calle de la Margora, de l'Intendance. De l'Intendance, cette dernière conduit au souterrain creusé en 1732, dans les assises rocheuses de la Casbah par le gouverneur Veladeria, pour servir de caserne aux exilés, et que ne fut probablement jamais habité. Ce quartier est séparé de l'autre partie de la vieille ville par le campement et l'hôpital Baudens, dans le pâté de maisons qui se trouve à l'ouest du boulevard Coutinho et de la place de la République, dans les rues de Madrid, côté ouest, de Trieste, Baudens, de Bassano. On a l'impression très nette qu'une grande partie des maisons, sinon la plupart, n'ont pas été reconstruites de fond en comble depuis 1831. De ces anciennes maisons oranaises, il y a 2 types distincts. Les unes sont incontestablement du XVIIIe siècle espagnol, dont le soin apporté à la construction. Dans le souci d'uniformité des façades, on retrouve les caractéristiques du style urbain de ce temps. Les cours intérieures, les ouvertures petites sur la rue répondent au style espagnol et aux nécessités du climat. Telles sont les maisons déjà citées de la place de la Perle. Tel encore le numéro 1 de la rue du Vieux Château, occupé par un bourrelier et authentifié par un bel écusson aux armes de Castille. Notre type appartient au style dit mauresque, caractérisé essentiellement par une cour intérieure bordée de galeries que supportent des colonnes et des arcs le plus souvent en plein centre. Les chapiteaux sont ornés de figures géométriques très simples. Ainsi la maison de l'ancien trésor, rue de Madrid, qui comporte 2 galeries à colonnes superposées. Ainsi le numéro 4 de la même rue, dont la minuscule cour carrée avec ses arcs jumelés et ses carreaux de faïence peints ne manque pas d'élégance. De même encore, le 7 de la rue Charras. On en pourrait citer au moins une dizaine. Quelle est l'origine de ces maisons? Ont-elles été bâties pendant la seconde occupation turque? C'est l'hypothèse qui se présente d'abord à l'esprit. Mais les contemporains sont d'accord pour nous dire que la ville espagnole était alors presque abandonnée. Seules quelques masures y étaient habitées. Le centre de l'activité s'était porté de l'autre côté du ravin, vers la rue Philippe. Faut-il y voir ces maisons des premiers conquérants dont parle Antabat, mais qui étaient déjà presque toutes ruinées en 1772? On peut admettre aussi qu'à côté des constructions européennes, une tradition d'architecture mauresque se soit perpétuée au cours des régimes successifs. Entre
Entre les murailles de la ville et la mer se trouvait la marine. Elle était traversée par le chemin, actuelle rue d'Orléans, qui menait de la porte de Canastel à la plage de débarquement. Car il n'y eut pas, avant l'occupation française, de port proprement dit à Oran. Des navires s'abritaient dans la rade de Mers el-Kébir. On trouvait surtout à la marine des magasins et des casernes. L'édification d'une fontaine place d'Orléans en 1789 indique qu'à la fin du XVIIIe siècle, le quartier commençait à se peupler d'habitants. La maison voisine, transformée en posada, présente tous les caractères des constructions andalouses de ce temps. L'un des édifices les mieux conservés de l'Oran espagnol est le magasin à vivres du quai Sainte-Marie, construction en forme de fer à cheval, massive et de lignes sobres, dont le portail est orné d'une inscription et d'un magnifique écusson royal. Non loin de là, sur le même quai, se trouve un ancien magasin à sel. Enfin, on peut encore voir dans l'impasse de la rue Charles-Quint, entre les places Kléber et de la République, les vestiges de deux de ces moulins à farine, qui avaient été de tout temps une des ressources de richesse d'Oran et n'ont cessé de fonctionner qu'assez récemment. Fortifications extérieures. Les fortifications qui entourent Oran se répartissent en deux groupes. Celles qui dominent le ravin à l'est, dans les principalités les châteaux de Saint-Philippe, Saint-André et Rosalcazar, et celles de l'ouest, bâties sur le pic de l'Aïdour, les châteaux de Santa Cruz et de Saint-Grégoire. À l'est du ravin, l'ancien château Saint-Philippe, édifié d'abord au XVIe siècle sous le nom de Château des Saints, puis reconstruit au XVIIIe siècle, fut démoli en 1791. Les ruines qui recouvrent la poudrière du camp Saint-Philippe donnent une idée de la perfection et de la solidité de la construction espagnole, où se mêlaient pierres et briques. Une butte élevée à l'est figure l'ancien cavalier. Des deux fortins qui flanquaient le château Saint-Philippe, au sud, l'un Saint-Carlos, en bordure de la route de Tlemcen, a fini de disparaître récemment. L'autre, Saint-Fernando, qui eut toujours une grosse importance à cause de sa position au-dessus de la grande source, est délabré, et les voûtes en sont converties en maisons d'habitation. Dans le fossé, on trouve une ouverture donnant accès à trois souterrains, qu'il est difficile de suivre longtemps à cause de la bassesse des voûtes et des ramifications continuelles. Antabat appelle cela le labyrinthe. Ces conduits ici sont destinés à rencontrer partout l'ennemi de manière à être toujours en état de le faire sauter. Et cela au moyen de fourneaux de mine, comme il l'explique ailleurs. Du château Saint-Philippe au château Saint-André, une muraille continue longer le ravin. Des vestiges en subsistent dans le camp Saint-Philippe. Le château Saint-André est ce fort délabré à l'aspect romantique que l'on voit au-dessus de la carrière d'Astorf. La porte reproduite à la figure 11 y donne accès. Dans la cour ruinée existe encore une autre petite porte, d'un dessin élégant et sobre. Une large rampe monte en pente douce au chemin de ronde, d'où l'on domine le fossé et les glaciers. Après le château Saint-André, la muraille bordant le ravin continuait jusqu'au Rosalcazar. Entre les deux se trouvait la redoute Saint-Barbe, dont une vue conservée à la Société de géographie d'Oran nous restitue l'aspect. Une autre ligne, fortifiée formant l'angle avec la précédente et qui existe encore, celle-là avec son fossé et ses guérites de pierre, partait des abords du château Saint-André et descendit jusqu'au fond du ravin rejoindre l'enceinte de la ville à la porte de Tlemcen. L'ancien château de Rosalcazar, aujourd'hui appelé Châteauneuf, était le plus vaste de l'Oran espagnol. Les hautes murailles de son enceinte dominent à l'ouest la place de la République, au nord de la promenade de l'Étang, à l'est la promenade du Petit Vichy, et suivent au sud la rue du Cercle militaire et l'avenue du Châteauneuf. Elle englobe les deux ouvrages avancés construits au XVIIIe siècle pour protéger les faces de l'est et du sud, qui étaient les plus exposés, à savoir le Rabelin de Saint-Ignace et le Rabelin neuf. On dépendait également le fort de Sainte-Thérèse, qui était situé sur un éperon rocheux
au-dessus de la plage du même nom et fut démoli récemment lors des travaux d'agrandissement du port, et le fort Saint-Michel à l'est du ravin du Petit Vichy, dont les substructures portent les ateliers de la miroiterie à Site. L'enceinte de Ros Alcazar renferme le plus ancien édifice d'Oran. Je veux parler du donjon qui en occupe l'angle nord-ouest. Les Espagnols l'appelaient le donjon des Maltais. Et une tradition incontrôlable en attribue l'origine alors de Malte. Certains historiens ont pensé qu'il fallait y voir le fondour fortifié que les Vénitiens, qui faisaient un commerce important, possédaient à Oran au XIVe et XVe siècle. Il est plus probable, comme le pense M. Le Spes, qu'il fut bâti vers 1347, date de son passage à Oran par le sultan Mérinide de Fès, Aboul Hassan, grand conquérant et grand constructeur à qui on doit entre autres la mosquée de Sidi Boumediene et qui aurait aussi jeté les fondations du fort de Mers el-Kibir. C'est une construction de forme étoilée à 3 tours séparées par 3 courtines. Ces tours apparentes seulement à l'extérieur font corps avec le reste du bâtiment. Leur hauteur ne dépasse pas le niveau des courtines. Au milieu se trouve une cour rectangulaire sous laquelle est creusée une vaste citerne mentionnée par Antabat, et encore en usage actuellement. Au sud de la cour d'entrée, un souterrain éboulé dont on ignore la destination. Au sommet du bâtiment, un chemin de ronde intérieur permettait aux défenseurs de circuler à l'abri et hors de vue. Les murs ont 2 mètres d'épaisseur. Aucune inscription, aucun détail ornemental ne permettent d'identifier d'une façon certaine l'origine du donjon. À droite de la porte d'entrée du château neuf, surmontée de 2 inscriptions superposées, l'une espagnole de 1760, l'autre turque de 1792. On voit les 9 voûtes d'une construction solide et élégante élevée vers 1770 pour servir de logement à la troupe. En face, chose assez rare, des latrines portent une inscription de 1769, récemment remise à jour. Dans la cour à l'est se trouve la porte d'une large galerie souterraine voûtée en pierre de taille ou poterne qui menait au fossé du château. Les autres bâtiments anciens à l'intérieur du château neuf sont turcs, ou bien remaniés par les Turcs, notamment le bel hôtel de la division. Les fortifications de l'Aïdour. Le château de Santa Cruz dans son état actuel fut reconstruit de 1735 à 1738 par Vallejo, remplaçant un premier château élevé à la fin du XVIe siècle. En partie démoli en 1792, il fut restauré sous le Second Empire. L'intérieur presque entièrement refait, et pas toujours heureusement, ne présente qu'une maigre valeur historique. De même, la porte d'entrée ne correspond guère au style de l'ensemble. Par contre, les murailles extérieures, surtout du côté de la mer, sont restées presque intactes. Et au cours des âges, se sont si bien harmonisées avec le rocher qu'elles surplombent, qu'elles paraissent le couronnement naturel de la montagne. En avant du château se trouve le ravelin de la Brèche, sur la gauche du côté de la montagne, construction massive, sans aucune ouverture, séparée du port proprement dit par un large fossé, et où devait se porter l'effort principal de la défense. C'est encore pour interdire l'accès du port de ce côté que Vallejo fit creuser le roc en avant du ravelin et tailler l'arête qui joint le port au col de Santa Cruz. Mais en 1770, Antabat conçut un plan hardi destiné à isoler le port de la Meseta. Il avait commencé à le mettre à exécution quand les attaques redoublées des Turcs l'obligèrent à y renoncer. À quelques mètres au-dessous du château, à côté de la chapelle, on rencontre les ruines de la redoute de Santa Cruz, qui était un poste avancé de la forteresse. Le château de Saint-Grégoire, à peu près à mi-hauteur entre la mer et le Santa Cruz, a été complètement rasé à la fin du XIXe siècle et remplacé par un port moderne. Sur le cap rocheux par lequel l'Aïdour se termine, dans la mer, le fort de la Moule fut élevé dès 1518 par les Espagnols. De la batterie du XVIIIe siècle, il reste une muraille à large créneau, très visible de la marine. Dans le ravin se trouvaient 6 tours carrées destinées à surveiller les cultures et les eaux.
aussi bien que les allées et venues des indigènes, et même des soldats espagnols lesquels désertaient en grand nombre. La nuit, on en retirait l'échelle d'accès et les petites garnisons ainsi enfermées communiquaient entre elles par un cri de raillement qui, partant du Rosalcazar, se propageait de poste en poste. La base d'une de ces tours subsiste dans l'ancien cimetière français, qui occupe peut-être l'emplacement du cimetière espagnol. Le ravin renferme une construction qui n'a pas été identifiée. C'est une large muraille assez semblable à un aqueduc et perpendiculaire au cours de l'Oued. Elle devait servir de barrage. En effet, dès le XVIe siècle, selon le témoignage du chroniqueur Diego Soares, le ravin avait été barré en aval de la source par un mur. Dans la partie comblée, les deux impasses en contrebas et le mur que l'on voit à droite en montant la rue Edgar Weber marquent l'ancienne limite du ravin à l'est en face de la Blanza. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des galeries et mines souterraines qui, reliant tous les ports entre eux et avec la ville, constituent un élément important de défense de la place, soit qu'elles servissent à surprendre l'ennemi dans la campagne, comme autour du fort Saint-Philippe, soit qu'elles assurassent la sécurité des communications en cas d'attaque avec les forts ou les postes isolés. Nous en avons mentionné quelques-uns au cours de cette étude. Bien d'autres subsistent, au moins partiellement. Un ancien plan espagnol non daté, mais qui concorde d'une façon assez précise avec la description de Rantabat 1772, nous en donne le réseau complet.